Notre invité Jean-Sylvestre Mongrenier, géopolitologue spécialiste des questions de défense, directeur de recherche à l'Institut Thomas More. Votre dernier ouvrage, Le monde vu de Moscou, géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique aux éditions PUF. Merci d'être avec nous. Et bonjour. Personne n'attend de miracle tant les positions des Russes sont maximalistes. Quel est votre point de vue ? Oui, de fait, il n'y aura pas de miracle. C'est une sorte de mise en scène. Du côté ukrainien, il s'agit de faire un geste de bonne volonté à l'égard des États-Unis, d'autant plus que l'administration Trump semble changer progressivement sa position à l'égard de la Russie. Et puis, du côté russe, du côté de Vladimir Poutine, il s'agit justement de ralentir cet éventuel basculement de la diplomatie américaine. Donc voilà quels sont les principaux tenants et aboutissants, outre les enjeux humanitaires, comme ça a été précisé dans votre reportage. Oui, les dernières négociations ont porté sur le volet humanitaire. Cette fois, est-ce que par exemple le retour des enfants ukrainiens kidnappés pourrait faire partie de la négociation ? Les Ukrainiens, bien sûr, vont poser à nouveau cette question, mais il est hors de question, du côté russe, de reconnaître la chose et de céder à ses revendications. Il s'agira surtout de la question des prisonniers de guerre, d'une part, et puis d'autre part, la restitution des corps de ceux qui sont tombés au combat de part et d'autre. Voilà à quoi se ramène la dimension humanitaire de ces négociations. Sur le plan diplomatique, si Poutine n'y croit pas, pourquoi est-ce qu'il accepte une telle rencontre ? En tout cas, pourquoi envoie-t-il une délégation ? C'est une manière de faire patienter Trump ? Oui, alors il faut préciser que cette négociation elle est dirigée par Vladimir Zelensky, qui est un personnage de deuxième rang. Il voudrait être le Jdanov de Vladimir Poutine, mais le fait est qu'il n'appartient pas au premier cercle, loin s'en faut. Donc déjà, ça montre du côté russe l'absence de volonté de négocier sur le fond. Et puis par ailleurs, c'est l'occasion pour la Russie de réitérer ses positions maximalistes, c'est-à-dire en fait une capitulation pure et simple de l'Ukraine. Lorsque l'on voit mise en avant la cessation de livraison d'armes occidentales à l'Ukraine, ça signifierait sa démilitarisation pure et simple. Et c'est ce que veut Poutine. Il considère que l'Ukraine, en tant qu'État, en tant que nation, n'a pas de raison d'être. Il veut éradiquer l'Ukraine, il veut en dominer directement une partie, en gros toute la partie qui se trouve à l'est du Dniepr. À l'ouest du Dniepr, il voudrait en faire une sorte de régime satellite. Et ce sont ces buts de guerre qu'il poursuit depuis le début, en dépit des déconvenus, puisque finalement cette opération militaire spéciale, là, c'est une grande guerre qui s'inscrit dans la durée. Poutine n'a pas modifié ses buts de guerre. Bien sûr, ce n'est pas entendable pour la partie adverse. Est-ce que néanmoins les Ukrainiens sont prêts à des concessions, par exemple sur la Crimée ? Est-ce que leur position a changé ? Ce à quoi ils sont prêts, c'est finalement accepter une sorte de conflit gelé. Il est hors de question pour eux d'accepter une quelconque annexion légale, légitimée par eux-mêmes de l'Ukraine et du Donbass. En revanche, ce qu'ils demandent, c'est un cessez-le-feu qui permette de geler les opérations. Et leur idée, c'est que cette question territoriale, elle pourrait être réglée à l'avenir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme la division de l'Allemagne autrefois l'a été. Mais il est hors de question pour la partie ukrainienne de renoncer à ces territoires qui sont à l'intérieur des limites internationalement reconnues de l'Ukraine, des limites qui avaient été reconnues par la Russie elle-même en 1991, encore en 1994 avec le mémorandum de Budapest ou encore en 1997 avec le traité d'amitié qui avait été signé cette année-là entre la Russie et l'Ukraine. Le président Zelensky pousse à une rencontre directe avec son homologue russe, avec Poutine. Est-ce qu'on sait pourquoi et qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Je pense qu'il s'agit là encore de faire preuve de bonne volonté à l'égard de Donald Trump et de son administration, montrer par le fait qu'il est prêt à envisager sérieusement des négociations, que ça n'est pas lui le belliciste, il est prêt à la paix, mais une paix juste, inscrite dans la durée, qui passerait par une rencontre au sommet. C'est surtout un affichage diplomatique, à mon sens. Voilà, donc on a deux délégations qui se font face et un spectateur, donc Donald Trump, dont l'humeur est très changeante, on le sait. La survie de l'Ukraine, elle se joue à pile ou face. Une nouvelle volte-face de Trump est possible aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on navigue dans ces
océan d'incertitude? Alors ça fait partie du possible, bien sûr, mais il semble quand même que peu à peu, Donald Trump ait réalisé que sa tentative de reset, de redémarrage des relations russo-américaines, finalement, se transforme en impasse diplomatique, qu'à l'évidence, la Russie n'est pas prête à discuter de façon honnête de toutes ces questions. Et quand on regarde sur ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit peu à peu cette position évoluer. Et donc, le fait que finalement Donald Trump, contre le Pentagone, ait décidé de reprendre des livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est quand même quelque chose d'essentiel, d'important. Alors, si on arrive bel et bien à une sorte de montage à la fois financier, militaro-industriel entre les États-Unis d'un côté, de l'autre côté, leurs alliés européens pour organiser et financer de nouvelles livraisons d'armes américaines, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la définition du rapport de force entre l'Ukraine et la Russie. Ça peut lui permettre de tenir encore et encore dans cette guerre d'usure. Merci beaucoup Jean-Sylvestre Mongrenier, géopolitologue spécialiste des questions de défense. Le monde vu de Moscou, géopolitique de la Russie et de l'Eurasie post-soviétique.